Zemmour est souvent accusé de misogynie. Ses adversaires l'ont même assimilé aux talibans. D'où lui vient cette réputation? Que dit-il vraiment sur les femmes? Dans cette vidéo, je vous expose la théorie de Zemmour sur la féminisation de la société, ses causes et ses risques. Zemmour commence son livre, Le premier sexe, avec cette phrase. « Je sais qu'il n'y a pas l'homme et la femme, mais des femmes et des hommes. » S'il commence par cette phrase, c'est pour nous inviter à ne pas penser aux hommes et aux femmes dans leurs incarnations particulières, mais dans leurs formes abstraites, c'est-à-dire en termes de féminin et de masculin. Car pour penser les grands mouvements de l'histoire et les faits de société, il faut d'abord abstraire. Zemmour commence d'abord par constater une féminisation des hommes. J'explique qu'il y a, je crois, 1 homme sur 5 qui s'épile, et en sachant que les gens de la génération de 60 ans ne s'épilent pas. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de gens entre 20 et 40 ans. Et ça vous pose quel type de problème? Je vais vous dire, c'est très intéressant parce que j'ai lu un livre d'historien qui explique que la différence entre le dru et le lisse, c'est ces mots exacts, est absolument essentielle dans l'histoire de l'Occident. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais été transgressée. Et le fait qu'elle soit transgressée aujourd'hui, oui, même quand on se mettait des rubans, des bijoux, etc. Ça, c'était une limite qu'on ne transgressait pas. Donc ça, c'est nouveau. Et ça, c'est très nouveau. Et je le prends comme un symptôme. Évidemment, ce n'est pas essentiel. S'il n'y avait que ça ne me dérangerait pas. Mais quand je vois, par exemple, qu'on demande aux hommes en France si la technologie le permettait, s'ils voudraient être enceints, et donc attendre un enfant, que 40% répondent oui, je me dis que le symptôme est intéressant. Puis il note la féminisation des valeurs de la société. On suggère la supériorité de la douceur sur la force, du dialogue sur l'autorité, de la paix sur la guerre, de l'écoute sur l'ordre, de la tolérance sur la violence, de la précaution sur le risque. Attention, il ne porte pas ici un jugement sur les valeurs masculines et féminines. Il constate seulement que notre société, elle, a valorisé les féminines au détriment des masculines. Si Zemmour a une critique à faire, c'est à l'égard du choix de la société et non à l'égard des valeurs féminines. Je ne suis pas là pour dire que l'homme est merveilleux et que la femme c'est mal. Je dis simplement, il y a des comportements, il y a des traditions, il y a des références et tout. Il y a le bien et le mal, c'est pas j'ai pas un jugement moral. Il constate aussi que les principes universels mènent la société à considérer les humains pas seulement comme égaux, mais comme identiques, indifférenciés, interchangeables. C'est-à-dire que les hommes et les femmes, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Ils peuvent faire tout la même chose. Ils doivent faire la même chose. Il n'y a plus de différence. C'est ça que notre société essaye de vendre à toute force. Et si vous dites non, moi je continue à penser que ce n'est pas pareil. Non seulement je continue à penser que ce n'est pas pareil, mais en plus je veux que ça ne soit pas pareil parce que je pense que c'est le produit de la civilisation et je tiens à cette civilisation-là. Vous passez pour un odieux macho, fasciste, etc. Ce n'est pas l'égalité des droits entre les sexes que Zemmour critique, mais leur indifférenciation. Zemmour nous rapporte l'anecdote suivante. Je discute avec un jeune homme d'une vingtaine d'années qui me tient des propos que moi, dans ma jeunesse, je n'entendais que dans la bouche des jeunes filles. C'est-à-dire qu'il m'explique qu'il est amoureux, qu'il a trompé sa précédente amie une fois et que ça a été une catastrophe, qu'il ne peut plus recommencer, qu'il faut qu'il soit mûr pour une aventure. Il me tient des propos d'un romantisme de jeune fille. Et donc je le taquine, je le provoque et je lui explique que moi, dans ma jeunesse, les garçons, ce n'était pas ça. Et c'est pour ça que je lui dis ça. Je continue à penser qu'il y a de la violence dans le rapport sexuel entre hommes et femmes. C'est une violence civilisée, évidemment. C'est une violence qui est contenue. Est-ce que vous n'ouvrez pas les vannes à une violence non civilisée, justement, en redisant, en réaffirmant, en écrivant que l'homme est un prédateur sexuel? C'est quand même monstrueux. Écoutez-moi, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas monstrueux. Il faut qu'il soit un prédateur sexuel civilisé. Si vous voulez, il y a une attente de virilité, il y a une attente de violence. L'amour, c'est une tendre guerre, comme disait Jacques Brel. Mais c'est aussi une guerre. Donc il faut de la virilité, il faut de la force. Il ne faut pas, évidemment, prédateur, c'est un mot choisi exprès. Le jeune homme de l'anecdote, outré, finira par traiter Zemmour de macho. Zemmour comprend alors que non seulement le jeune homme a intériorisé le comportement des filles, mais il a aussi adopté leur langage. Avec ce petit mot « macho », elles ont réussi à transmuter l'éternel masculin en insulte. Les mots ont un sens. Macho a été... Moi, je compare, vous savez, dans les années 30, le Comintern, l'association des communistes sous la direction de Staline, avait donné comme mot d'ordre de traiter tous les adversaires du communisme de fascistes, quels qu'ils soient. Et
Aujourd'hui, nous avons fait exactement pareil avec macho, c'est-à-dire que tout ce qui est masculin, viril, traditionnellement masculin et viril, je veux dire, est traité de macho. Zemmour tente alors de comprendre comment c'est arrivé. Pourquoi la société s'est-elle féminisée? Le capitalisme, sous la couverture du progressisme, aurait utilisé les femmes, les immigrés et le regroupement familial comme armée de réserve, selon l'expression de Karl Marx. Le capitalisme prétendait avoir besoin de bras pour faire le travail dont les Français ne voulaient pas. Mais c'est fou. Ce n'est pas tant le travail qui est en cause que le prix payé pour ce travail. Non seulement les salaires féminins étaient inférieurs aux salaires masculins, mais ils limitaient les revendications des salariés mâles qui trouvaient dans le revenu de leurs femmes une poire pour la soif. Et avec la mondialisation de la fin des années 90, ce ne sont pas les salaires des femmes qui rattrapaient ceux des hommes, mais l'inverse. Ce n'est qu'en comprenant cela qu'on peut comprendre les inégalités entre les sexes dans le monde du travail. Si on continue à voir le travail comme une conquête des femmes, on s'étonne de ne pas voir l'égalité à ce jour. Si on comprend que c'était un piège tendu par le capitalisme, ça devient plus clair. On ne comprend rien non plus si on se refuse à voir que, même à diplôme égal, les femmes choisissent des métiers de service plutôt que des fonctions de pouvoir. On préfère y voir un modèle patriarcal au lieu d'un modèle féminin qui n'a pas d'attrait pour le pouvoir. Il faut saluer le génie tactique du capitalisme qui a exploité pour un prix ridicule des armées de jeunes femmes bien formées, courageuses, organisées et consciencieuses, découvrant avec entrain les nouvelles libertés offertes par le monde du travail. Tant que le capitalisme avait besoin de producteurs et d'épargnants pour financer son développement, il a protégé la famille traditionnelle. Suite au mouvement de délocalisation, les Européens, dans la nouvelle division du travail international, sont chargés de consommer. Or, le meilleur consommateur n'est pas la famille, mais l'individu léger comme une bulle qui s'éclate, qui achète des produits marques dont le prix dépend de leur force imaginaire. Ce consommateur idéal est le gay. Le capitalisme récupère alors les mouvements féministes et LGBT. D'autre part, le capitalisme change. Le capitalisme veut des consommateurs et non plus des producteurs. Les producteurs, c'est bon pour la Chine et l'Inde. Aujourd'hui, on veut des consommateurs et le meilleur consommateur, c'est la femme. Et donc, il faut transformer tout le monde en femme. Donc, après avoir opté pour la société multiculturelle, le capitalisme choisit la féminisation des hommes. C'est la touche ultime d'un projet révolutionnaire. La fabrication d'un homme sans racine ni race, sans frontières ni pays, sans sexe ni identité. Un citoyen du monde, métissé et asexué. Un homme indifférencié, hors sol. Une bulle qui s'éclate. L'homme moderne est métrosexuel. S'épile, utilise des cires. Sa visite au coiffeur relève moins de la nécessité que de la coquetterie. Le marché des cosmétiques masculins, des bijoux et de mode ont connu une expansion extraordinaire ces dernières décennies et le marché de la chirurgie esthétique pour hommes est en développement. Ce progrès de l'individu a en fait le lit de la domination beaucoup plus grande du capitalisme de marché. On est passé d'un pouvoir visible et donc forcément contesté, le patriarcat, à un pouvoir invisible, c'est-à-dire le capitalisme qui fait croire qu'il provoque la liberté. Qui résistait à ces gens, ces cannibales? Qui? 1, au sens géostratégique, les États. 2, à la base, les familles. Qu'est-ce qui a été détruit? Les États et les familles. Les créateurs de mode, majoritairement homosexuels, auraient imposé à la société leurs fantasmes à travers des mutantes, avec des corps de garçons, longs et secs, sans seins ni fesses. Puis la presse féminine, puis la télévision, apprend progressivement aux hommes à aimer les corps sculptés des sportives et aux femmes à aimer des hommes soignés, épilés, doux. C'est-à-dire des hommes eux aussi reconfigurés par le raffinement homosexuel. L'homme qui plaît aux femmes est celui qui leur ressemble. La différence physique, sociale ou psychologique est désormais assimilée à l'inégalité. À leur peur archaïque du viol, de la pénétration, les femmes d'aujourd'hui répondent par un malsain désir du même. Une immense tentation lesbienne. Je pense qu'il y a l'action de mouvements minoritaires comme les féministes, les militants gays,
je dis bien gay et pas homosexuel, hein, on y reviendra si vous voulez, parce que moi je fais une distinction, qui ont intérêt, qui travaillent à cette indifférenciation, à ce désir du même. D'ailleurs, une alliance objective entre des homosexuels et des femmes célibataires ou divorcées s'est formée dans les grandes villes. Ils ont les mêmes revenus, les mêmes modes de vie et la même idéologie progressiste, tolérante et multiculturaliste. Cet électorat a contribué à chasser de leur ville l'activité industrielle, avec ses ouvriers aux mains calleuses et sales, tandis que les immigrés les servent à bas prix. Tout le travail idéologique des féministes et des militants LGBT a consisté à dénaturaliser la différence des sexes, à montrer le caractère exclusivement culturel et donc artificiel des attributs traditionnellement virils et féminins. C'est la déconstruction sexuelle. Cette abolition des frontières s'inscrit dans la logique de la modernité. Tout vaut tout, plus de sacré et de profane, plus de privé et de public, plus d'indigènes et d'étrangers, plus d'hommes ni de femmes. C'est une société du désordre qui a supplanté une société de l'ordre. Moi, j'ai grandi dans les années 70 quand j'étais jeune, et je sais très bien, j'ai connu le discours de l'époque, il y a du féminin dans l'homme et du masculin dans la femme. Je sais très bien que les identités ne sont pas seulement naturelles, elles sont aussi culturelles, et que ça s'est construit. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne vois pas pourquoi la construction d'une identité serait mal, sans mauvais jeu de mots. Je pense que les identités masculines et féminines, c'est aussi la civilisation. Elles se sont construites au fil du temps. Et je pense que c'est très dangereux de vouloir les détruire. Je pense que nous allons vers un monde qui refuse la distinction. J'aime beaucoup ce mot français qui veut dire à la fois la séparation et à la fois le raffinement. Et nous sommes sur le monde de l'indifférenciation. Zemmour reproche également à la modernité féminisée son puritanisme totalitaire. Il pense à la manière dont les médias et les réseaux sociaux font passer les pulsions de séduction mâle pour une maladie mentale ou une addiction au même titre que l'alcoolisme ou la toxicomanie. Zemmour nous rapporte en exemple un débat entre un jeune agriculteur qui avouait vaguement honteux que sans les prostituées, il n'aurait jamais connu de femme. Et Anne Hidalgo, le regard assassin lui lançait « Il faut vous faire soigner ». La modernité bien pensante a retrouvé les intuitions des bigotes. Mais le traitement n'est pas le même. L'Église ne voulait pas changer l'homme, mais canaliser ses appétits. La modernité se croit éminemment supérieure. Elle ne diabolise pas le sexe, elle l'assume très bien. Elle est libérée, elle n'oblige même plus au mariage. Elle respecte la liberté de chacun. C'est pourquoi elle tolère d'autant moins les déviances. Le sexe sans amour, le sexe tarifé, horreur. Le sexe pour le sexe. La pulsion sexuelle à répétition, sans objet précis, sans sentiment, sans passé, sans avenir. En somme, Zemmour dit que sous les apparences libérées de la modernité se cache un puritanisme bien plus féroce et plus totalitaire que celui de l'Église. Pourtant, au début du féminisme, c'est la femme qu'on a voulu changer, qu'on voulait extraire de son image traditionnelle. Aujourd'hui, on somme les hommes d'aimer pour désirer. Et c'est très intéressant à double titre. D'une part, parce que dans les années 70, on disait l'inverse. Dans les années 70, nos amis féministes disaient « Mais nous aussi, les femmes, nous n'allons plus lier l'amour au désir. C'est un principe d'aliénation qu'on nous a inculqué depuis des milliers d'années et on va s'en émanciper. » Et d'ailleurs, pour certaines, elles s'en sont émancipées. Elles ont pris des amants, elles se sont bien amusées. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Catherine Millet est complètement désuète, si j'ose dire. Parce que ce qui est intéressant dans les nouvelles générations, ce que j'ai observé en travaillant sur ce livre, c'est qu'on est complètement à l'inverse. Aujourd'hui, on est obsédé par l'amour. Et les jeunes filles, non seulement ont retrouvé le comportement de leur grand-mère, même si elles accumulent leurs amants, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'elles disent oui, mais cette fois-ci, c'est la grande histoire d'amour. À chaque fois, on recommence. Mais en plus, elles obligent les garçons à avoir le même comportement qu'elles. C'est ça qui est beaucoup plus intéressant. Et elles sont d'une férocité incroyable, par exemple, sur l'infidélité. Ils prennent leurs valises dans les 24 heures, mais c'est extraordinaire. Les garçons sont tétanisés, ils sont terrorisés. Mais je croyais que les garçons étaient des transgresseurs. Mais justement, ils sont castrés. Comme ça. Oui, ils sont féminisés. Donc ils ne transgressent plus rien. On est bien d'accord. C'est plus des hommes? Non, c'est bien ce que j'ai écrit 150 pages là-dessus. Ouais. C'est bien ce que je dis. Ce ne sont plus des hommes, ce ne sont plus des transgresseurs, ils sont complètement féminisés et donc ils sont soumis à l'idéologie dominante et ils sont là, le petit garçon de leur maman et évidemment de leur petite amie qui est leur deuxième maman. Et d'ailleurs, c'est très amusant parce que, c'est très amusant si j'ose dire, ils sont
éternellement le petit garçon de leur maman qui est ravi, qui les a élevés tout seul, qui a dégagé le père dans les années 70-80 pour ça. Et en plus, ils sont la copine de leur petite copine, avec qui ils font les courses, avec qui ils partagent les crèmes de beauté, avec qui à qui ils montrent leur épilation, etc. Ce ne sont plus les hommes de leur petite amie, ce sont les copines de leurs petites amies. Tout se passe aujourd'hui comme si les femmes reconnaissaient sans le dire qu'elles avaient essayé, mais qu'elles n'arrivaient pas à assumer sans état d'âme ce programme de devenir des hommes. Puisque les femmes n'ont pas réussi à se transformer en hommes, elles veulent transformer les hommes en femmes. Les jeunes générations sont les plus révoltées contre les leçons libertaires données par leur mère. La violence qu'ils définissent comme machiste, en fait, c'est pas machisme. C'est la libération sexuelle de l'époque. Voilà, ça c'est important. Je vous attendais là. Bah, évidemment. Parce que les filles se l'accaparent. Mais les filles sont là, non seulement complices, mais heureuses. Voilà. C'est une libération sexuelle pour les garçons et les filles. Et à l'époque, le féminisme pousse à cela, pour abattre le patriarcat qui est, surtout dans les pays anglo-saxons et donc protestants, beaucoup moins dans les pays catholiques, français et italiens, mais beaucoup dans les pays anglo-saxons protestants, qui est puritain. Le patriarcat anglo-saxon est puritain. Et donc, le rock, c'est une arme de libération sexuelle pour les garçons, mais aussi pour les filles. À l'époque, vous comprenez, elles s'accrochent à ces garçons parce qu'ils les emmènent dans la liberté. Aujourd'hui, on a des féministes, et les féministes favorisent ce mouvement. D'accord ? Aujourd'hui, on a des féministes qui tiennent un discours progressiste pour en vérité recycler les vieilles lunes puritaines de leur grand-mère. Libre à elles, mais qu'elles ne viennent pas faire la leçon au rock des années 60 et aux filles de l'époque. Vous comprenez ? En fait, c'est tout l'affrontement aujourd'hui, il est dans quoi ? On croit que c'est entre les femmes et les hommes. C'est faux. Il est entre les féministes et les femmes. Zemmour observe la chasse aux sorcières faite aux clients des prostituées. Au-delà de la prostitution, c'est la conception d'un désir masculin distinct de l'amour qui est visé. On remarquera que la prostitution n'est plus condamnée au nom de la morale, mais de la condition féminine. C'est l'homme qui doit se transformer. Il doit le comprendre de lui-même. L'homme ne doit plus draguer, séduire, bousculer, attirer. Il ne doit plus qu'aimer. La séduction est assimilée à une manipulation, à une violence, une contrainte. L'homme et la femme sont des sauvages. L'humain est un sauvage. Et qui est un mauvais sauvage en plus, pas un bon sauvage, et qui a été civilisé. Je pense comme Freud que l'archaïsme n'est jamais très loin. Donc l'archaïsme sauvage et barbare. Toujours retombé dedans. Oui. Voilà, on est d'accord. Et je pense que chacun prend ses méthodes pour essayer de les civiliser. Je pense que juste pendant des siècles, on a civilisé l'homme, et en particulier l'Église a fait un travail tout à fait admirable là-dessus, en imposant la monogamie. Je veux dire par là que, si je fais un rapide historique, l'homme a toujours été un prédateur. Les femmes ont toujours été un gibier. C'est-à-dire que si on remonte très loin, la femme était le gibier sexuel de l'homme. Rousseau a une très jolie formule. Il dit, qu'on prend d'ailleurs à tort pour une phrase misogyne. Je crois que c'est dans le contrat social, mais j'en suis pas sûr. C'est peut-être dans l'Émile. Mais en tout cas, j'ai retenu la phrase. C'est « L'amour a été inventé par les femmes pour permettre à ce sexe de dominer alors qu'il était fait pour obéir. » Et en général, on prend cette phrase donc pour une misogynie, en disant « la femme faite pour obéir, oh là là, que c'est affreux, etc. » En fait, Rousseau a voulu par là expliquer l'évolution humaine qui fait que, par son intelligence et par sa subtilité, la femme a cessé d'être un gibier sexuel en inventant l'amour. Et donc en inventant des rituels pour accéder à la femme. Ce que vous nous dites, c'est qu'entre êtres humains, il n'existe pas que cette relation de violence et de pouvoir, mais aussi une relation d'amour qui fait aussi l'histoire. Exactement. Mais qui serait l'invention de la femme. Exactement. Et non pas l'invention de l'homme. Exactement. Certains en ont parlé bien avant les femmes. Mais bien publiquement. Sûr. Mais bien sûr, de Platon à Saint-Augustin, etc. Mais je pense, moi, comme dans le sexe et l'effroi de Pascal Quignard, que justement, ce platonicisme christianisé est profondément
une marque féminine. Il faut lire donc Le sexe et l'effroi de Pascal Quignard, c'est tout à fait remarquable, il explique très bien ça. Je veux dire par là qu'il y a une sexualité de prédateur masculin qui est à l'origine de l'humanité et qui repose sur la violence, qui repose... C'est le coq dans son poulailler, oui, ça c'est... Exactement, c'est classique, exactement, cet animal, oui, qui repose sur le papillonnage, qui repose sur la distinction entre l'acte sexuel et l'amour, et l'engagement, et qui repose sur l'absence de possessivité. On est d'accord ? Il y a un autre modèle, qui est le modèle que j'appelle féminin, et qui est dû, je pense, au fait que, contrairement aux hommes qui ont des milliers de spermatozoïdes à répandre, entre guillemets, les femmes ont un ovule par mois, et donc ont développé une espèce d'habitude de sélection et de prudence pour ne pas tomber enceinte du premier abruti venu, parce que c'est quand même ça, leur descendance qui est en jeu. Et donc, elles ont établi justement ça, qui repose sur la fidélité, le respect, l'amour et la possessivité. Hein, voilà. Donc, ces deux modèles sont antithétiques. Ces deux modèles, d'après moi, s'affrontent dans toute l'histoire de l'humanité. Vous avez reconnu en deuxième modèle le modèle qu'a imposé l'Église. C'est en cela que Pascal Quignard explique que l'Église et les femmes sont liées. On retrouvera ce lien dans Michelet et il explique très bien comment l'Église et les femmes sont alliées contre la Révolution française. C'est pour ça que vous avez refusé le droit de vote aux femmes, parce que vous les considériez comme trop soumises aux prêtres. Exactement. C'est vrai. Mais c'est vrai, c'est une vérité historique. Bien expliqué c'est par le Sénat. Jean Bobéro explique ça très bien. Très bien. C'est le Sénat républicain radical qui a résisté jusqu'en 1945. On est d'accord là-dessus, Chantal ? Donc, je reviens à mon histoire. Je pense que, si vous voulez, ces deux modèles antithétiques s'affrontent depuis toujours, qu'ils sont magnifiquement résumés dans la tradition française par la galanterie d'une part et le libertinage d'autre part. C'est dans votre livre. Voilà. Et que la galanterie au XVIIe siècle, avec, vous vous souvenez, la carte du tendre, les précieuses, etc., est le sommet de ce qu'on a connu avant aujourd'hui, et que la réponse masculine sera d'une violence inouïe, puisqu'elle sera le libertinage à l'époque de la Régence et du XVIIIe siècle. Et cette dialectique permanente explique, d'après moi, beaucoup mieux que nos théories modernes sur la soumission de la femme, etc., l'histoire entre les hommes et les femmes. Donc l'identité masculine devrait en fait être en crise depuis que l'Église a imposé la monogamie. Mais l'identité masculine... Ce qui date de bien avant la Première Guerre mondiale, si je puis me permettre. Mais ma chère, vous pouvez tout vous permettre, parce que je pense qu'effectivement, la première crise de l'identité masculine est le christianisme. Et pourquoi ? Parce qu'elle a imposé ce modèle dont je vous parle, et parce qu'en plus, elle a imposé la monogamie. Vous savez que le christianisme est la seule religion à avoir imposé la monogamie. Et pourquoi elle impose la monogamie ? Parce que c'est concomitant de, si vous voulez, 3000 ans avant Jésus-Christ, on invente l'agriculture. Et l'agriculture permet de développement de richesses inouïes, et donc d'inégalités. Et qu'est-ce qui se passe ? Puisque les hommes sont des prédateurs, les femmes des gibiers, les riches ont des centaines de femmes. C'est la parabole du roi Salomon. Et les pauvres n'ont rien. Donc, l'Église, dans un objectif de justice sociale et de pacification, invente la monogamie pour limiter cette inégalité. Mais, immédiatement, très vite en tout cas, elle fait des concessions, justement au modèle viril qui quand même renacle, et donc se créent les bordels, les maîtresses, etc., etc. Nous vivons une époque de mixité totalitaire, castratrice. Dès l'école maternelle, les enfants sont incités à désigner leurs amoureux. C'est badin, anodin, c'est le début du dressage. On habitue ainsi tout petit les garçons à ne plus distinguer une fille qui leur plaît et une amoureuse. Le petit garçon et l'adolescent a besoin de rituels masculins pour se fortifier, pour se conforter, pour s'autonomiser entre soi, loin du regard des femmes. Et je regrette ce que j'appelle cette espèce de mixité obligatoire qu'on nous fait vivre depuis 30 ans. Le féminisme est une machine à fabriquer le même. Or, le désir, lui, repose sur l'attraction des différences. Je crois que c'est la féminisation des hommes qui est la cause du divorce de masse. Je ne crois pas que ça soit l'inverse, premièrement. Je pense que le caractère indifférencié et interchangeable des deux personnes dans le couple est en train de tuer le couple. Et paradoxalement, c'est ça qui est intéressant, mais
c'est que dans une société traditionnellement dominée par les hommes et par l'image, oui, la psyché masculine, hein, le couple est quelque chose d'assez accessoire. Il y a l'individu et il y a la famille. Ça dans la société traditionnelle. Et le couple n'est qu'un passage, un moment de passage. Hein. Et aujourd'hui, ce qui est une des preuves d'ailleurs selon moi que nous sommes dans une société complètement féminisée, c'est le couple qui est le roi de l'époque. C'est le couple qui est déifié. C'est le couple qui est sanctifié. On veut se mettre en couple. Aujourd'hui, à 18 ans, ils sont en petit couple, je les vois dans la rue, mais moi je n'ai pas l'impression d'avoir connu Louis XIV et j'ai jamais vécu comme ça. C'est un mode de vie qui est radicalement différent du nôtre. Donc oui, il y a une différence incroyable en 20 ans. Aujourd'hui, ils ne sont plus des individus autonomes, ils sont des couples. Ils sont couplisés. Et c'est pour ça, d'après moi, qu'il y a autant de séparation. Parce que comme le couple est sacralisé, comme il est mythifié, évidemment, dans la réalité de tous les jours, on est forcément déçu par ce mythe. Et donc on divorce. Et comme ce n'est plus la famille qui, vous savez, avant, nos parents disaient on ne divorce pas pour les enfants. On s'est beaucoup moqué d'eux. Mais moi, avec le recul, je me moque moins d'eux. Je trouvais ça assez noble, en fait. J'ai une sexologue qui est venue me voir à Toulouse et qui m'a dit vous avez tout à fait raison. Moi, ce que vous écrivez, je le vois dans mon cabinet de consultation. Et nous sommes dans une société morbide. Et donc, pour combattre cette morbidité, eh ben, on met des femmes nues partout. Parce qu'il y a une espèce d'obsession du sexe dans les images de femmes. Moi, j'ai une explication. Je pense que c'est justement à cause de ce que je dis. C'est justement parce que les hommes sont complètement castrés, qu'ils n'arrivent plus à désirer, qu'on leur invente un monde sursexualisé pour leur donner un peu envie. Parce que, en fait, je crois qu'au fond d'elles, les femmes sont désespérées par ce comportement des hommes. Mais que ce n'est pas fémininement correct que de le dire. Mais je crois qu'elles en souffrent beaucoup plus que les hommes qui ne savent plus où ils sont. Les femmes, elles savent. Et elles savent qu'elles souffrent. Et je crois que la société réagit comme ça, vous voyez, par une image sursexualisée pour donner un peu quand même de désir à ces hommes qui sont complètement émasculés. Il n'y a plus de désir. Le désir je pense que l'indifférenciation tue le désir. Et c'est quoi le danger de ce désir alors? Alors là, il faut que vous lisiez Stendhal dans De l'amour, qui explique ça très bien. Au premier grain de passion, il y a un premier grain de fiasco. C'est-à-dire que l'homme, quand il aime, il sanctifie la femme et donc il n'arrive plus à la désirer. En clair, il n'arrive plus à bander. Et non, les femmes ne bandent pas jusqu'à preuve du contraire. Mais enfin, on va peut-être pouvoir... Vous aviez l'impression que je disais? Ah ben, évidemment que c'est schématique. Ah mais évidemment que c'est schématique. C'est évidemment schématique. C'est évidemment, il y a toutes les nuances du monde à apporter à ça. Mais la grille de lecture, et Stendhal le décrit magnifiquement dans son livre, évidemment qu'après il faut nuancer, il le nuance très bien d'ailleurs, mais la grille de lecture est ça. Et aujourd'hui, cette grille de lecture est niée. Je ne crois pas, contrairement à ce que dit Chantal, et d'ailleurs contrairement à ce que dit tout le monde, que ce soit l'émancipation féminine au XXe siècle qui ait entraîné une crise de l'identité masculine. Moi, je crois au contraire que c'est la crise de l'identité masculine au XXe siècle qui a entraîné l'émancipation féminine. En tout cas, la dite émancipation féminine, car je ne crois pas non plus à l'émancipation féminine du XXe siècle. Je vais essayer d'expliquer pourquoi, d'après moi, c'est un leurre. C'est là que réside toute l'originalité de la thèse de Zemmour. Avant même que les féministes et les LGBT aient la tentation du même, avant même que le capitalisme récupère les mouvements féministes et LGBT, c'est le mâle lui-même qui aurait lancé la machine infernale de l'indifférenciation sexuelle. Auparavant, l'identité homme-femme était assez évidente et qu'elle n'est devenue problématique que depuis quelques dizaines d'années. Et je pense que cette problématique-là vient de la crise d'identité masculine. Je pense que l'homme est défini depuis des millénaires par sa capacité à protéger la femme et l'enfant, donc par la guerre. C'est-à-dire qu'il ne tient sa légitimité de son pouvoir, entre guillemets, qu'il ne faut pas exagérer, mais on y reviendra, il ne tient cette légitimité que de sa capacité à faire la guerre et de protéger sa famille, de protéger la femme et l'enfant.
Sans cela, il n'a aucune légitimité. Et ça tient pendant des siècles. Et je crois que la guerre de 1914 va complètement détruire ce schéma ancestral. C'est-à-dire que jusqu'à la guerre de 1914, la guerre est quelque chose de dangereux, il risque sa vie, mais il a la gloire, il a l'honneur, il revient glorieux. Même si, dans les faits, la guerre est beaucoup moins glorieuse qu'on ne le dit à l'époque. À partir de la guerre de 1914, d'abord, tous les hommes, pour la première fois dans l'histoire, tous les hommes sont réquisitionnés, donc les femmes sont seules et donc libres. Et deuxièmement, tous les hommes sont transformés en larves humaines. Parce que la guerre de 1914, c'est une guerre de rats. Ils sont dans des tranchées, ils sont comme des rats. Ils ne sont plus les héros qu'ils furent jadis en faisant la guerre. Et d'ailleurs, ils le ressentent comme ça. Et quand ils reviennent de la guerre 14, ils découvrent deux choses. D'une part, que les femmes se sont bien amusées à l'arrière pendant qu'eux souffraient, et ils leur en tiennent rigueur. On verra qu'en 40, ça sera 100 fois pire. Et deuxièmement, ils sont humiliés par le rôle qu'on leur a fait tenir. Et évidemment, il y a des différences entre les Français et les Allemands, mais globalement, si vous voulez, surtout en France, le slogan de 18, ça sera plus jamais ça. C'est-à-dire plus jamais la guerre. Mais à partir du moment où ils ne se rendent pas compte qu'à partir du moment où ils disent plus jamais la guerre, ça veut dire plus jamais l'homme. C'est-à-dire plus jamais, ils enlèvent la légitimité de leur pouvoir. Et tout de suite, la chose va se faire remarquer, le mouvement brownien va s'engager. Et on voit bien que commencent les années 20 avec les garçons, les cheveux courts, alors que les cheveux ont toujours été le symbole même de la féminité, c'est pour ça qu'on les cache, et donc de la sensualité, etc., etc. Et donc, tout de suite, ça s'engage. Et commence une course de vitesse entre les hommes qui ne veulent plus payer pour l'identité masculine, mais qu'ils veulent la sauvegarder, et les femmes qui, complètement, d'après moi, affolées par cette liberté nouvelle, ont un comportement que Freud qualifierait d'hystérique, car elles ne savent pas quoi faire du pouvoir qui leur échoit, sans qu'elles comprennent exactement à quoi ça correspond. Et c'est comme ça que moi, j'analyse les mouvements fascistes et communistes des années 30, qui sont des parodies viriles d'hommes complètement fragilisés par la Première Guerre mondiale et qui essayent d'afficher selon une logique parodique, une virilité exacerbée pour en imposer de nouveau aux femmes. Et arrive la guerre 40, je vous recommande à ce propos le magnifique travail de Patrick Buisson sur la Seconde Guerre mondiale et les années érotiques. Et il explique bien que dès 40, les femmes échappent, en tout particulier les femmes françaises, échappent aux hommes français, tout simplement parce que les hommes français sont vaincus. Ils sont vaincus, ils sont prisonniers, ils sont donc humiliés. Il y a immédiatement, dès juin 40, explique-t-il, une contrepétrie qui court les rues de Paris et qui est la suivante: la femme française conservera toujours son cœur aux vaincus. Je vous laisse transformer cela. Et Patrick Buisson explique très très bien comment en fait le soldat allemand sera le vecteur de l'émancipation de la femme française. Car la femme française, en masse, ira aux vainqueurs, aux soldats allemands, et comment elle s'émancipera comme ça du français, et comment, en 1945, elle recommencera avec le soldat américain. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer les fameuses opérations de tonte des femmes, qui est une tentative par les résistants de reprendre en main symboliquement des femmes, le corps des femmes qui leur a échappé pendant 5 ans. Et c'est toujours cette crise de l'identité masculine qui est le vrai fil rouge du XXe siècle. Parce que en 1945, il y a un ordre moral qui s'instaure sur la culpabilité de la femme française entre 40 et 45. Et en 1968, la libération, entre guillemets, qu'on appellera la libération, c'est la revanche de cette période-là sur l'ordre moral issu de la résistance et de 1945. Les enfants de ces hommes et de ces femmes seront les 68 arts aux cheveux longs et aux manières de filles, comme s'ils voulaient dire à leur père que la comédie avait assez duré.
que le mal incarnait la guerre, la mort, et qu'il voulait jouer désormais dans le camp du bien, de la paix, de la vie. Les jeunes gens nés en 1945 achèveront le travail. Dès leur naissance, le ministère de l'Instruction publique est devenu le ministère de l'Éducation nationale. Au projet paternel d'instruire s'est substitué le projet maternel d'éduquer. Or, instruere vient de armer pour la bataille, équiper, outiller, tandis qu'educare a comme sens premier nourrir. L'instruction qui fait appel à l'intelligence, aux capacités rationnelles, est supplantée par l'éducation avec sa dimension affective tournée vers l'épanouissement de l'enfant. D'instinct, les baby-boomers ont compris la faiblesse réelle de leur père. Ils n'étaient déjà plus que l'ombre de leurs ancêtres. Une fausse révolution pour rire suffira à les abattre. Ces baby-boomers ne prennent pas le pouvoir politique. Ils le mineront. Ils vont le laisser rouiller. Ils refusent les responsabilités qui vont avec le pouvoir. Ils désirent imposer leur morale. Ce sont des prêtres. Ces baby-boomers seront la génération de tous les renoncements, de tous les abandons, toutes les irresponsabilités. L'ethnologue Margaret Mead a montré que la paternité n'est certes qu'une invention sociale, mais que cet acquis venu du fond des âges est répandu partout à travers la planète dans toutes les civilisations, même les plus primaires, est le propre de l'homme. En effet, chez les primates, le mâle assure la protection de la femelle et des petits, mais pas leur alimentation. Les êtres humains ont laborieusement appris à être humains. Les hommes apprennent la nécessité de subvenir aux besoins des autres. Mais comme ce comportement est acquis et non biologique, il peut se perdre facilement si les conditions sociales ne sont plus contraignantes. Il n'est pas rare, en des périodes où sont détruites les bases sur lesquelles se fondait la continuité sociale, que l'unité élémentaire redevienne la mère et l'enfant. Les années 70 font partie de ces périodes-là. Vous ne voyez pas qu'à partir du moment où on a parlé d'autorité parentale, on n'a plus eu de patte de père. Et donc, on a eu l'autorité de la mère qui l'a transmise aux enfants, puisque c'est la régence. Il faut distinguer entre pouvoir et autorité. La symbolique de l'autorité a été abattue. Le pouvoir a toujours appartenu aux femmes à l'intérieur. En revanche, l'autorité symbolique appartenait aux hommes. Et c'est cette autorité, c'est pas le pouvoir qui a été aboli, c'est l'autorité. Et à partir du moment où il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de rôle, cher Chantal. En se révoltant contre le patriarcat, les féministes ont cru s'émanciper du joug masculin. Elles n'ont pas vu que les hommes, eux, remettaient tout simplement en cause leur fragile humanité. Le rôle de père était ingrat. Il devait séparer la mère de son fils, le sortir de la fusion originelle. Il devait subir la fureur du fils et de la mère. Longtemps, ils l'ont fait, tenant le rôle stoïquement. Les femmes les ont libérés de ce rôle de méchant. La plupart ont déserté. Ce rôle de père leur pesait depuis des millénaires sans qu'ils osent le dire. Jadis, ils ne s'occupaient pas beaucoup de leurs petits, mais ils les nourrissaient. Et puis ils étaient un symbole, celui de la virilité, de la loi, du monde. C'était fatigant. Les nouveaux hommes en ont eu assez d'incarner la loi, la répression. D'abord, ils ont voulu incarner l'amour, la vie, être des mères et non plus des pères, des papapoules qui langent, maternent, donnent le biberon. Et puis, ils s'en sont lassés aussi. Dans un premier temps, les femmes étaient contentes d'avoir près d'elles de secondes mères. Dans un second temps, elles déchantent. Trop tard, la machine est lancée. Les hommes sont heureux comme soulagés d'un poids. C'est le divorce qui n'a jamais été aussi massif. D'après vous, vous êtes jamais demandé la concomitance entre la féminisation de l'homme et la massification du divorce? Vous y voyez un lien direct? Mais bien sûr, les femmes s'en vont. C'est les femmes qui demandent le divorce. Je voudrais revenir à ça, parce qu'à partir du moment où ils n'ont plus le pouvoir, ils abandonnent les contraintes qui allaient avec ce pouvoir. Exact. Je veux dire par là, vous avez bien compris, non seulement la monogamie, mais ça, en fait, ils l'abandonnent. C'est-à-dire que, et ils abandonnent la paternité. Ouais, si vous voulez, tout ça, c'était, vous avez bien compris, des compensations. Mais bien sûr. À partir du moment où il n'y a plus ce pouvoir, ils abandonnent les compensations. Et donc... Mais tout ça, c'est du caprice, il faudrait peut-être... C'est pas du caprice, c'est minable, mais c'est pas capricieux. Ah, j'ai pas dit que c'était minable. Si, moi je dis, mais ça me gêne pas. D'accord. Mais ça me gêne pas, parce que je pense que... Mais expliquez-nous comment ça se passe dans la tête, puisque justement, vous en êtes un spécimen. Exactement, exactement. Et un spécimen gratiné. Ah, j'ai pas dit ça.
ce qui se passe aujourd'hui est assez intéressant, parce que est assez dramatique aussi. C'est-à-dire qu'autrefois, les hommes avaient le sens de certaines responsabilités. Aujourd'hui, ils sont redevenus irresponsables. Ils sont redevenus irresponsables au nom de l'amour. C'est ça qui est très intéressant. Dans la famille, ils refusent pour la plupart d'être la loi, d'être celui qui dit non, d'être celui qui est honni, parce qu'il dit non, parce qu'il met les limites, comme l'a très bien dit Chantal. Il veut être aimé, comme la mère. Il veut séduire ses enfants. C'est lié d'ailleurs, et on en revient à notre discussion sur le 19e et le 20e, à l'évolution du capitalisme, qui était un capitalisme industriel d'épargne. C'est pour ça que la femme était minorée, vous comprenez bien. Et qui maintenant, c'est devenu un capitalisme de séduction. Et c'est pour ça que la femme est aussi magnifiée, parce que c'est elle la consommatrice. Et c'est pour ça que l'homme doit l'imiter. Parenthèse, marxisto-économique. Non, mais ça doit être, ça doit être l'un des points. Non, bon. Deuxièmement, donc aujourd'hui, jadis, l'homme, si vous voulez, dans la famille, avait le droit au bordel et aux maîtresses. Mais il ne divorçait pas. À partir du moment où il ne quittait pas la femme, il n'abandonnait pas sa famille. À partir du moment où on a autorisé le divorce, on a remarqué, en gros, 80%, 90% des divorces sont demandés par les femmes. Oui, je sais. Depuis quelques années, on remarque que les hommes partent de plus en plus. Vous savez, dans tous les films des années 60, 70, je me souviens très très bien quand j'étais jeune, à chaque fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, les hommes étaient moqués parce que, en particulier par leur maîtresse et par la gente féminine, parce qu'ils ne partaient jamais. Et ils disaient toujours... Ah bon ? Oui. Vous vous souvenez pas de ça ? Non. Ils ne partaient jamais et ils étaient toujours moqués dans les films, dans les romans, en disant, en gros, le discours c'était l'homme est lâche, il n'assume pas ses dilections, ses goûts, il reste à la maison avec Bobonne, entre guillemets, avec maman, et il ne veut pas aller courir l'aventure de l'amour, et il préfère rester à la maison, et il était terriblement brocardé pour ça. Eh bien, aujourd'hui, on peut être content. Parce qu'aujourd'hui, il s'en va. Il quitte maman. Il quitte Bobonne pour l'amour. La vérité, c'est que 3 ans après, il requitte Rebobonne pour l'amour. C'est intéressant. Oui, parce que l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs, finalement. Moi, je dis qu'il ne quitte pas maman pour l'amour, mais il quitte pour le désir. En revanche, quand avant, il canalisait son désir en disant « je reste avec maman », aujourd'hui, il ne canalise plus son désir en l'appelant amour. Et c'est là où ça devient terrible, c'est que ça, c'est le discours des femmes. C'est-à-dire que depuis toujours, les femmes mêlent amour et désir. J'ai essayé d'expliquer pourquoi. Je pense que ça vient, vous voyez, des conditions différentes de la procréation. Hein. Donc elles se sont inventées un discours différent de celui des hommes. Et quand les hommes tiennent le discours des femmes, c'est ça que j'appelle la féminisation. Vous voyez, ils tiennent le discours des femmes. Ils ont repris le logiciel des femmes. Avec souvent, en tout cas pour les plus jeunes, parce que je pense que les plus vieux sont des grands hypocrites, je pense que les plus jeunes sont de bonne foi, car ils sont sincèrement aliénés par l'idéologie dominante qui exalte la féminité. Le souci, le problème est double pour... ne me faites pas rire. Voilà. Le problème est double pour les jeunes femmes. D'abord, c'est qu'elles sont quittées à tour de bras, et donc c'est ce qui explique les familles, la multiplication des familles monoparentales, et parce qu'il y a toujours une conséquence économique et sociale à ce qu'on dit, parce que là, on badine, puisqu'on parle d'amour, mais il y a toujours une conséquence économique et sociale. Dans les 7 millions de nouveaux pauvres d'aujourd'hui, vous avez à 90% des femmes avec des enfants. Donc, si vous voulez, l'évolution qu'on présente sous les traits magnifiques du progrès, elle a un coût réel. C'est pour les femmes pauvres de la classe sociale défavorisée. C'est magnifique pour les femmes de la bourgeoisie, mais pour les femmes pauvres, elles ont perdu leur protecteur naturel, qu'elles ont remplacé vaille que vaille par l'État. Et puis il y a ces enfants qui n'obéissent pas, qui ne se concentrent pas, des enfants qui se déscolarisent, se désocialisent, des enfants violents, des enfants tyrans. 170 000 boîtes de pilules de l'obéissance ont été remboursées en 2004 en France, 3 fois plus qu'en 2000.
Aux États-Unis, c'est une vieille habitude de traiter avec des médicaments les troubles du comportement chez l'enfant. Comme par hasard, les États-Unis sont aussi le premier pays occidental à avoir remisé la loi du père dans les poubelles de l'histoire familiale et poussé le plus loin l'association explosive d'un matriarcat de fait et de l'enfant roi. Bien heureuse la petite fille qui a son père présent. Ça ne veut pas dire que bien heureuse la petite fille qui a son père qui se prend pour une deuxième mère. Parce que les ravages psychanalytiques après, je ne vous le fais, je vous l'imagine même pas. Non, parce que c'est important. Pas du tout. Retour à Freud, tout bêtement. Retour à Freud. Vous savez, l'homme n'a jamais cessé d'être un homme de Cro-Magnon. Jamais. Et vous et moi, nous restons des hommes de Cro-Magnon. C'est un leurre. Vous vous croyez civilisé, vous ne l'êtes pas. Simplement, vous avez perdu le 10. Non, vous ne l'êtes pas. Je ne suis pas d'accord. Et moi non plus. Hein. Je pense que si l'homme devient une deuxième mère, il ruine toute la mécanique mise à jour par Freud. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça doit être la mère? Freud l'explique magnifiquement. La mère, c'est l'amour inconditionnel puisqu'elle le porte. Ce n'est pas le père qui le porte dans son ventre. Qu'est-ce qu'il est, le père? Il est l'interdit, il est la loi, il est la sortie justement vers le monde. Face à cette rare dépression démographique provoquée par la libération des mœurs, les progressistes et les technocrates ont proposé l'immigration. C'est comme si l'Europe, devenue uniformément femme, s'était déclarée terre ouverte, attendant d'être fécondée par une virilité venue du dehors. Le jeune arabe est l'homme d'avant la civilisation. Il réagit de manière binaire, pute en mini-jupe ou sainte voilée, des archétypes masculins, des caricatures. Ils viennent d'un univers où les hommes ne sont pas féminisés, mais où leurs pulsions sont contenues par un cadre rigide, familial et religieux. Mais en Europe, ils vivent dans des pays où ce cadre rigide a explosé. Les autres jeunes les regardent avec un mélange de frayeur et d'envie. Ces Arabes font tout ce que leur maman leur a interdit. Qu'est-ce que c'est que le rap? Alors là, moi j'aime bien les stéréotypes, j'aime bien les préjugés, mais là on est dans l'hyper-stéréotype viril et même agressif. On passe son temps, c'est dans une symbolique de l'argent, beaucoup plus que les années, que le rock qui se prétendait de gauche. Après, ils ont tous gagné beaucoup d'argent, mais ils se prétendaient de gauche. Là, on est dans l'affirmation du culte de l'argent assumé. On a des femmes qui sont représentées uniquement sous la forme de prostituées, ou quasiment des prostituées. C'était pas le cas du rock. Et on a un imaginaire de noirs américains islamisés. Et avec des formules en permanence où on viole les femmes, où on viole la France parce que la France est une femme. Et voilà, ça c'est l'univers du rap. J'ai pas compris le islamisé. Comment? J'ai pas compris islamisé. Il y a beaucoup d'imaginaire noir américain et islamique dans le rap. Tout simplement parce que le rap est une musique de noirs et de maghrébins. À 90% ou à 80%. Et toute cette violence véhiculée contre les femmes, là les féministes ne disent rien. C'est comme si les noirs rappeurs avaient seuls le droit de garder les codes d'un machisme exaspéré et complètement délirant. Eux ont le droit. Les hommes blancs rockers, parce que c'est beaucoup d'hommes blancs à part Jimi Hendrix, eux n'ont pas le droit, eux ce sont des femmes macho. C'est toujours la logique que je vous dis du féminisme. C'est notre discussion, vous vous souvenez, la semaine dernière avec Antoven. Le féminisme aujourd'hui, c'est allié au pire ennemi des femmes, c'est-à-dire tout cet imaginaire qui est hyper violent, qui enferme les femmes en permanence et même qui est brutal à leur égard et même dans la réalité. On voit ce qui se passe aujourd'hui et qui menace la liberté des femmes et même leur intégrité physique. Donc vous voyez, il y a cette contradiction. On fait des grandes théories de genre sur le rock et on ne voit pas cet univers vraiment pour le coup misogyne du rap. Dans les sociétés chrétiennes, cette violence potentielle était canalisée par le mariage et le bordel. Dans les sociétés musulmanes traditionnelles, par la religion et la polygamie. La loi du père, sacrée, enseignée à coups de trick, et l'amour de la mère, inconditionnel. C'est ce monde qu'ils ne retrouvent pas dans nos contrées. Dans nos contrées autrefois, pour conjurer leur peur des femmes, les hommes jouaient au surhomme.
Désormais, ils miment les femmes. C'est cette société que les Arabes vomissent. Leur père a été humilié et diminué par le chômage ou par le travail à bas coût que le capitalisme réserve à l'immigration de masse, mais surtout par les assistantes sociales qui arrêtaient sa main quand il voulait leur mettre une rouste. La loi de leur père fut bafouée, interdite. Leur mère, qui craignait à admirer leur mari au pays, a vécu cette castration de la puissance virile non comme une libération, mais comme une suprême humiliation. La famille maghrébine a explosé. Les bandes de jeunes garçons sont un substitut à la famille d'autrefois. Les sentiments affectifs d'appartenance est reporté sur son immeuble, son quartier, sa bande. Ces enfants déstabilisés, titubant entre deux cultures, errent dans ce qu'Emmanuel Todd appelle un no man's land anthropologique. Dans cette féminisation globale, les jeunes garçons, qui restent un fond de pulsion, si j'ose dire, de testostérone, essayent de se bricoler. Soit ils se soumettent complètement à cet ordre féminin, c'est la grande masse, soit ils essayent de se bricoler une virilité comme ils peuvent. Et le plus souvent, elle est ou ridicule ou barbare, parce que ce n'est pas ritualisé. Je crois que la virilité, et c'est là où d'ailleurs les féministes ont raison, la virilité est très dangereuse. Les hommes sont non seulement transgresseurs, mais ils peuvent être barbares, ils sont violents. Fondamentalement, ils sont violents, ils sont destructeurs. Et c'est pour ça que les femmes civilisent tout le temps, et c'est pour ça que les femmes canalisent tout le temps. Parce que sinon, l'homme détruit. C'est ça une des parties, il ne faut pas le nier. Simplement, moi je pense que le produit de la civilisation, ce n'est pas de nier la virilité pour éviter ça, c'est de la canaliser. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On voit des hommes, des jeunes hommes, qui se bricolent une virilité assez minable. Il y a plusieurs possibilités d'ailleurs. Hein. Il y a l'évolution des films porno, ça me frappe ça. L'évolution des films porno, moi quand j'étais jeune, les films porno, c'était des films échangistes en fait. C'était des couples qui s'échangeaient. Ça n'avait rien de méchant, quoi. En fait, c'était ce que j'appelle du libertinage de classe moyenne, quoi. C'était incarné par Brigitte Lahaie. Franchement, il y avait 2 couples, 3 couples, et on s'échangeait les femmes, les hommes. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de scénario. Ils sont à 10 sur une fille qui tabasse plus ou moins. Ben, je l'ai vu du coup, parce que c'est un jeune homme qui m'a alerté là-dessus. Et qui m'a dit ce qui est intéressant, un jeune homme très bien, sur tout rapport, hein, très, très gentil, etc. Et qui m'a dit, on jubile quand on voit ces films-là parce qu'on se venge. Oui, on n'avait pas ce rapport, nous, aux films porno. Nous, ce n'était pas une vengeance sur les femmes, vous voyez, c'était une espèce de fantasme incroyable, vous voyez, ça n'avait rien à voir. Bon, ça, c'est une façon. Il y a ce que j'explique aussi en banlieue, c'est que ces jeunes de banlieue refusent la société féminisée et s'inventent eux aussi une virilité d'une barbarie inouïe. Je veux dire, ils interdisent aux femmes, à leurs sœurs, de sortir en dehors dans survêtement ou voilé. Enfin, je veux dire, manifestement, ils ont peur des femmes. C'est une espèce de peur panique des femmes qui est le propre... Ils ont un comportement traditionnel, ça a toujours été comme ça. Non. Leur père n'obligeait pas leurs femmes à sortir en survêtement. Ah oui, non, je parle pas de ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est au-delà du traditionnel. Au-delà, je vous assure. Ils n'ont pas, je veux dire, leur père ne brûlait pas la petite Sohane parce qu'elle ne voulait pas coucher avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez raison, il y a un comportement... Mais c'est ce qui se passe dans certains pays du monde. Ah non, pas du tout. Comment vous dire? Il y a une tradition dans les pays musulmans de contrôle très strict des femmes, parce que moi je pense qu'ils en ont... Le contrôle strict des femmes, c'est parce qu'ils en ont peur. Ils ont peur de ne pas être à la hauteur. On en revient toujours là. On en revient à Stendhal. Hein. On en revient toujours là. Bon. Et donc, ils les enferment comme ça. Ils sont sûrs qu'ils seront à la hauteur. Ils auront une supériorité. C'est toujours le problème de l'homme. Il faut montrer une supériorité. Vous savez comment, c'est dans Pascal Quignard que je l'ai appris, comment s'appelait le phallus chez les Romains? Fascinus. Il faut fasciner. Les femmes veulent être fascinées et les hommes veulent fasciner. Et s'ils ne peuvent plus fasciner, terminé. Et justement, est-ce qu'on n'est pas tous tributaires de cette espèce d'imagerie archaïque, mythologique, qui nous fait tous souffrir et finalement, c'est plus cette image qu'on a construite du phallus fascinus plutôt que de la femme qu'il faut absolument... Mais d'après vous, pourquoi on l'a construit? On ne se pose jamais cette question. Mais on l'a construit pas par hasard. On l'a construit pour le bien des deux. On l'a construit parce que sinon, les hommes ne bandaient pas et que les femmes n'avaient pas ce qu'elles voulaient. C'est pour ça qu'on l'a construit. Vous vous êtes jamais posé la question? Je pense qu'en banlieue, c'est une espèce de délire complètement, de dérive. Non, je ne pense pas non plus. Je pense qu'eux aussi, ils ont déliré. Eux aussi, ils réagissent à cette société féminisée. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Ils délirent bien au-delà de leur comportement traditionnel de leur père et de leur grand-père. Vous voyez, on est bien au-delà. On est dans la folie barbare. Et on est dans le bricolage de virilité complètement débile. C'est ça que je veux dire. Je vous assure, vraiment, je pense que là, il y a des réactions, des interréactions féroces. Et moi, c'est pour ça que je pense
que la féminisation va provoquer des violences. Vous voyez, par réaction, parce que je pense qu'une virilité humiliée est une virilité qui se barbarise. Alors qu'une virilité civilisée, encadrée, est utile à tout le monde, si j'ose dire. C'est pas du tout un livre à la gloire des hommes, je suis sincère quand je dis ça. Je pense que simplement, en voulant ignorer des réalités, on va vers des choses bien pires. C'est le fameux qui fait l'ange fait la bête, c'est pas à vous que je vais apprendre ça. En 1974, lors de la crise pétrolière, on aurait pu renvoyer tous ces chômeurs dans leur pays. Mais notre société féminine a choisi la solution humaniste, l'accueil, l'intégration. Renoncer à assimiler les immigrés et leurs enfants, c'était renoncer à leur imposer virilement notre culture. Les enfants de ces immigrés préféreront venger leur père, ils seront eux des hommes dans cette société de gonzesses. Ils vont niquer la France, cette salope, cette putain, ils vont brûler et détruire les symboles de sa douce protection maternante, les écoles, les transports en commun, les pompiers, ils vont caillasser les seuls hommes qu'elle leur envoie pour la défendre, les policiers. Ces flics qu'ils haïssent, les seuls qui osent encore les affronter dans un combat entre hommes. Un combat où est en jeu la domination virile. Un combat qui ne peut être qu'à mort. Face au capitalisme, la féminisation des valeurs n'a pas affaibli que la famille. Elle a aussi affaibli le pouvoir politique. Les mots ont changé. On ne parle plus de gouvernement, de pouvoir, mais de gouvernance, bonne ou mauvaise, c'est-à-dire d'adaptation réussie ou non à la mondialisation. Ah oui, dans tous les pays scandinaves, très en avance dans ce domaine, on a constaté que l'arrivée massive des femmes dans la classe politique avait été concomitante de l'évacuation de la politique tout court. Plus de débats idéologiques et le moins possible d'État dans la vie économique. Comme si la parité avait été la politique de la sortie de la politique. La féminisation du politique est aussi passée par la pipolisation et la couplisation de la vie politique, c'est-à-dire l'intrusion des épouses des politiques dans les meetings et les médias. Peu à peu, les idées ont moins d'importance que les personnalités. On ose moins les choix transgressifs. On vote moins pour les extrêmes. Le monde d'avant. On n'imagine pas Madame Giscard d'Estaing, Madame Chirac, je ne parle même pas de Madame de Gaulle. On n'imagine pas les femmes d'avant dans ce monde que tu méprises et que tu dénonces tout le temps par rapport à ce monde merveilleux d'aujourd'hui, ce monde de l'égalité, ce monde féminisé, ce monde de la transparence. Taisez-vous. Ce monde de la transparence. Tu as tout le monde que tu voulais. Aujourd'hui, donc, Madame Giscard d'Estaing, Monsieur Giscard d'Estaing a eu sans doute autant de maîtresses, sinon plus, que François Hollande. Elle était sans doute aussi meurtrie que Madame Trierweiler. Et pourtant, elle n'a jamais écrit. Parce que c'était les femmes d'avant, c'était le monde d'avant. Voilà. Le monde d'hier où les femmes ne parlaient pas, c'est ce que vous voulez dire. En tout cas, elle n'écrivait pas. Parce que vous dites taisez-vous à moi, mais aux femmes aussi, manifestement. Non, je ne dis pas taisez-vous aux femmes. Je dis simplement qu'avant, et je connais beaucoup de femmes qui pensent la même chose que moi, avant, il y avait une dignité qui est perdue. On est un monde de femmes et on a ça. On peut réclamer... et les femmes en ont honte. On peut réclamer plus... Oui, parce que l'image qu'elle offre des femmes... c'est bien ce que je dis. Elle est gouvernées par leurs émotions, par leurs passions, incapables de prendre de la distance avec les situations. Je te répète. Zemmour note le recours aux larmes dans la vie politique. Or, les larmes sont l'arme absolue dans un monde féminin de l'émotion télévisuelle. Les femmes investissent le politique au moment où les politiques, face à la mondialisation, ne maîtrisent plus la monnaie, les frontières, doivent laisser entrer librement sur leur territoire hommes, marchandises, capitaux. Que reste-t-il à la politique face à la mondialisation? Le social? Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femmes. Dans la finance, c'est infinitésimal. Parce que je pense qu'il y a un lien... alors là, on remonte à la nuit des temps entre le pouvoir et la virilité. Je pense que, en fait, les hommes ont inventé le pouvoir. Mais ça vous inquiète, rassurez-moi. C'est-à-dire que le pouvoir ne doit pas rester seulement dans la main des hommes. Mais bien sûr que si, sinon il se dilapide. Les femmes sont les régentes. C'est dans l'histoire de France, ça a toujours été comme ça. Oui, mais il faut le partager. Elles n'expriment pas le pouvoir. Elles n'incarnent pas le pouvoir. C'est comme ça. Je vous dis, le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent. Attention, il y a des exceptions. Comprenez bien ce que je dis. Je parle de dominant, de domination, c'est-à-dire du féminin et du masculin. Ça serait plus exact de dire comme ça.
le masculin est lié au pouvoir. Il peut y avoir des femmes qui exercent un pouvoir. Parce qu'elles ont des valeurs masculines. Voilà, exactement. C'est plus précis de le dire comme ça. Et quand le féminin les valeurs domine... féminines, elles sont incompatibles avec le pouvoir. Elles sont incompatibles avec, oui, l'incarnation du pouvoir. Et alors, évidemment, il y a beaucoup d'hommes, vous aurez remarqué qu'aujourd'hui, en fait, les hommes politiques, pour la plupart, sont dans l'ordre du féminin. Vous comprenez bien. Ils sont dans l'ordre du social. En fait, les politiques aujourd'hui sont des grandes assistantes sociales. Zemmour ne dit pas que le politique s'est affaibli car il y a trop de femmes en politique. Il dit plutôt qu'il y a beaucoup de femmes en politique, car le politique s'est affaibli, entre autres, à cause de la dévirilisation. Les femmes n'ont investi massivement l'éducation nationale, la magistrature, la médecine, la procédure judiciaire, le journalisme, que quand ces secteurs avaient moins d'argent et moins de pouvoir. En droit, elles ont investi massivement le droit pénal et les divorces, c'est-à-dire là où il y a le moins d'argent à gagner. Le droit des affaires, le plus juteux, reste un domaine d'hommes majoritairement. De même, la féminisation des entreprises remplace un management autoritaire et solaire par un management où sont privilégiées la consultation, la concertation permanente, l'écoute et le dialogue, la recherche effrénée du consensus, la quête obsessionnelle de la sécurité. Même le vocabulaire technocratico-militaire est remplacé par un vocabulaire euphémisé et adouci, féminin. Le paternalisme est remplacé par le maternalisme. Certains se plaignent à mi-voix que les entreprises soient encombrées par des managers, hommes ou femmes, qui n'osent ordonner, diriger, imposer, refuser, sanctionner, même lorsque cela se révèle nécessaire. Mais si l'on regarde les hautes sphères de l'industrie et les hauts dirigeants des grosses firmes, ceux qui détiennent le vrai pouvoir, il y a très peu de femmes. Le pouvoir, c'est la capacité au moment ultime de tuer l'adversaire. C'est l'instinct de mort. Et c'est sans doute pour ça que les chiffres, dans la politique ou en entreprise, montrent que les femmes sont peu attirées par le pouvoir. Et de moins en moins d'hommes, parmi les nouvelles générations, veulent assumer ce fardeau. Volonté de l'homme blanc de sortir de l'histoire, en spectateur effrayé de sa propre histoire, grandiose et sanglante. La féminisation des hommes et de la société est vécue comme une alternative bienheureuse. Le rêve féministe s'est substitué au rêve communiste. On sait comment ces rêves finissent. Je pense que dans tout progrès, il y a une régression. Donc voilà, donc je pense qu'on y est. Il y avait un mal, je n'en disconviens pas, mais je pense que toute situation humaine est imparfaite. Voilà, donc là, je pense que le remède a été pire que le mal. C'est tout ce que je veux dire. C'est la grande ironie de l'histoire d'une féminisation qui n'est qu'une dévirilisation. Les femmes croient prendre ce qu'elles arrachent aux hommes. En vérité, les hommes abandonnent les apparences d'un pouvoir défunt. Quand elles investissent, si fières de leur victoire, les femmes trouvent du vide. Les femmes conduisent quand la vitesse est limitée. Elles fument quand le tabac tue. Elles obtiennent la parité quand la politique ne sert plus à grand-chose. Elles votent à gauche quand la révolution est finie. Elles deviennent un argument de marketing littéraire quand la littérature se meurt. Elles découvrent le foot quand la magie de mon enfance est devenue un tiroir-caisse. Il y a une malédiction féminine qui est l'envers d'une bénédiction. Le féminin ne détruit pas, il protège. Il ne crée pas, il entretient. Il n'invente pas, il conserve. Il ne force pas, il préserve. Il ne transgresse pas, il civilise. En se féminisant, le masculin se stérilise. Il s'interdit toute audace, toute innovation, toute transgression. Il se contente de conserver. On explique en général la stagnation intellectuelle et économique de l'Europe par le vieillissement de sa population. On n'ose jamais songer à sa dévirilisation. Dans le reste du monde, on n'en est pas là. Les Américains, les Chinois, les Indiens, les Arabes, les Russes assument la force, la violence, la guerre, la mort, la virilité. Ainsi, de part et d'autre des océans s'affrontent deux férocités, totalitarisme féminin contre tyrannie masculine. Nous avons le choix, je pense, entre un patriarcat civilisé et un patriarcat barbare. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous avons une espèce de régence, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que la reprise en main sera soit féroce, soit civilisée. C'est pour ça que je prie pour qu'il soit féroce. Il ne soit pas féroce.
Merci beaucoup. Lapsus intéressant. Je vais m'analyser après. Le modèle viril musulman et le modèle viril américain néo-conservateur répondent à la demande d'ordre qui transpire par tous les pores de la société française, minée par 40 ans de désordre féminin. À l'anomie succède la tyrannie. C'est ce qui nous guette. Ce sont des modèles durs, âpres, violents. Ils sont étrangers à la tradition française, qui a l'originalité de concilier une domination patriarcale dans un monde ouvert aux femmes. Le féminisme aujourd'hui, par haine de l'homme blanc hétérosexuel, est l'allié des pires ennemis des femmes, c'est-à-dire ceux qui veulent vraiment les ramener à l'âge de pierre, ceux qui veulent les enfermer sous une burqa, sous un voile, qui veulent les enfermer à la maison, qui refusent la sociabilité et le génie français de la galanterie, ces rapports très particuliers que la civilisation française a inventés. Vous savez, sous François Ier, les autres cours et les autres rois étaient choqués par ce roi de France qui autorisait les femmes à assister, à être à la cour avec les hommes. Ça ne se faisait pas dans toutes les autres cours d'Europe. La cour de France a été la première. Je ne vous parle pas des gens qui venaient de Chine ou d'Inde ou de pays musulmans qui étaient scandalisés par les tenues des femmes à la cour de Louis XIV ou par leur liberté de ton, qu'on voit bien dans Molière. On voit bien dans Molière cette incroyable liberté de ton qu'ont les femmes à l'époque, qui est inouïe par rapport aux autres civilisations à l'époque. Donc il faut bien voir que la France a inventé une sociabilité, des rapports humains, des rapports entre les hommes et les femmes qui tiennent à la fois à la séduction et en même temps à la liberté de parole, de propos, etc. Ça ne veut pas dire que tout était égalitaire, ça ne veut pas dire, je ne dis pas ça évidemment, mais il y avait un génie français qui a inventé quelque chose et que combattent, j'en reviens à la question de monsieur, à la fois le puritanisme américain et à la fois le puritanisme islamique. On est pris en étau, c'est-à-dire même nos relations entre les hommes et les femmes sont prises en étau par ces deux totalitarismes et ces deux puritanismes. Cet équilibre subtil entre virilité dominante et féminité influente a été brisé par l'abdication des hommes blancs du XXe siècle qui ont mis à terre leur sceptre patriarcal. La nature ayant horreur du vide, le féminisme a été tenté de combler cette carence du pouvoir. En vain, cette restauration d'un ordre viril à la française n'aura probablement pas lieu. Ce ne sont pas les femmes qui résisteront. Leurs souffrances de régentes d'une société sans roi sont trop grandes. De plus en plus de femmes, parmi les plus diplômées, se retirent du marché du travail au premier enfant. Les yeux des femmes se sont dessillés. Elles ont compris le piège que le capitalisme leur a tendu. Non, la plus grande résistance viendra des hommes, trop contents de s'être enfin débarrassés du fardeau qui court entre leurs jambes.